Hello, c'est Sévan, bienvenue dans ce module 1, les bases du neuromarketing. Alors comme je vous l'expliquais en introduction, ce module 1, il est vraiment dédié à vous apporter un socle d'informations pour comprendre cette niche du marketing, que ce soit les origines, les neuroscientifiques qui ont développé des outils mis à disposition à la fois de la science et du marketing, et aussi les expériences. Je vous ai rassemblé les expériences les plus pertinentes qui nous ont amené à des réponses claires et établies sur les stratégies à utiliser. Alors aujourd'hui, le neuromarketing s'est développé dans les plus grandes entreprises mondiales qui sont utilisées à travers des stratégies, à travers des méthodes pour influencer le comportement du consommateur. Et donc, on va revenir dans ce module 1 sur 3 épisodes qui en découlent sur la manière dont le neuromarketing est utilisé et comment vous allez pouvoir vous l'approprier dans votre business. On va revenir dans ce module 1 sur les émotions. Comment se comportent les émotions dans notre cerveau? Les émotions ont un rôle à jouer et de cette manière, on va le découvrir ensemble. Alors cet épisode, il va durer entre 10 et 15 minutes. N'hésitez pas à prendre des notes, mais en tout cas, au fur et à mesure de l'épisode, il va y avoir beaucoup d'informations à digérer et je vais vous en apporter beaucoup. Mais je vous rappellerai les étapes clés et les moments où vous allez devoir rester focus par l'attention que je vais vous demander de manière à mémoriser plus facilement ce que je vais vous donner comme information. J'en dis pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Module 1, épisode 1, c'est parti. Au sommaire de cet épisode 1, nous allons revenir tout d'abord sur le déclenchement de ces émotions. Comment elles apparaissent, comment elles surgissent et qu'est-ce qui matérialise l'apparition des émotions dans notre cerveau et dans tout le processus cognitif qui se passe. Et je vais vous faire un peu le résumé de qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau à l'apparition des émotions. Ensuite, on va faire un petit focus sur les composantes du cerveau. Il y en a 3 exactement, mais nous allons nous focus sur une certaine partie qui mène à l'irrationalité humaine. Une irrationalité qui va pousser les consommateurs à acheter de manière impulsive et donc des produits pas forcément voulus ou souhaités à la base par la personne en elle-même. Derrière, on reviendra sur quelques exemples qui matérialisent tout ce que je vais vous expliquer. Alors, comment se fait-il que votre humeur dicte le choix du prochain film que vous allez regarder au cinéma? Ou alors du prochain restaurant que vous allez découvrir dans votre quartier? Que nous ressentons l'envie d'acheter des produits dont nous savons consciemment le besoin pas forcément nécessaire. En tout cas, à l'instant T. Et vous-même, je pense que ça vous est déjà arrivé. Regardez autour de vous, il y a sûrement des objets que vous avez achetés sur un coup de tête. Et dont au final, est-ce que ça a été plutôt positif ou vous tirez plutôt une expérience négative? Ça, à vous de le juger. Avez-vous déjà pris conscience que toutes ces décisions, elles ont un dénominateur commun? Et oui, vos émotions. Alors, est-ce que ces émotions, vous allez me dire, elles sont plutôt d'un bon soutien ou au contraire, elles ont tendance à nous induire en erreur? Voici une citation d'une psychologue qui se nomme Beverly Fear. Chacun sait ce qu'est une émotion jusqu'à qu'on lui demande d'en donner une définition. Parce que oui, une définition d'une émotion est plutôt compliquée à donner. On matérialise difficilement des mots sur des pensées qui arrivent dans notre cerveau. Poser des mots sur nos émotions ancrées dans notre tête n'est pas une tâche si simple. Parfois, il suffit de présenter une situation ou un contexte. Quand j'ai du mal à matérialiser ces mots, je vais avoir tendance à donner une situation qui m'est déjà arrivée, qui est déjà arrivée à la personne avec qui je discute, et ça peut peut-être mener à une compréhension. Par exemple, une offre commerciale dans un magasin qui génère la joie d'acheter en réalisant une bonne affaire. Et donc vous ressortez avec de la satisfaction. Un collègue de travail au comportement déplacé, qui peut générer de l'énervement de ne pas se sentir respecté. Dans un environnement professionnel, ça peut arriver et ça génère des émotions négatives. Ou alors, prends le numéro d'une fille à la fin d'une soirée qui peut développer de l'excitation d'avoir réussi son challenge, encore plus dans un contexte masculin avec l'ego qui peut intervenir. Ce qui s'est activé dans votre cerveau, on appelle ça un événement déclencheur. Cet événement déclencheur, il va créer automatiquement une émotion dans votre cerveau. Alors inconsciemment, votre cerveau il applique un calcul de la pertinence de cet événement. Est-ce que c'est plutôt positif, négatif? Est-ce que c'est plutôt agréable ou désagréable?
Et le cerveau prend en compte tous les indices qui se trouvent autour de lui pour faire ce calcul. Et à partir de là, en moyenne, vous devez comprendre que ce calcul il s'effectue en moins de 2,5 secondes, à mettre en action tout ce processus inconscient. Je parle là de processus inconscient car vous ne réfléchissez pas, vous n'émettez pas d'opinion ou une certaine capacité d'analyse sur ce que le cerveau est en capacité de faire. Et derrière, il va vous conduire vers une décision. Par exemple, dans un contexte de vente, j'achète ce pull qui convient à ma garde-robe ou je ne l'achète pas car il est un peu trop cher. Et donc, en 2,5 secondes, le cerveau il va automatiquement vous donner une manière d'agir. Ça vous est déjà forcément arrivé de se balader dans une rue, vous apercevez un magasin et vous vous dites je rentre seulement pour regarder. Et au final, vous ressortez avec un sac et un achat qui n'était pas du tout anticipé. Alors comment vous vous êtes fait avoir d'une certaine manière ou comment la décision a été influencée par la prise de décision d'acheter un produit, ce qui n'était pas le cas à la base. Que se passe-t-il alors dans votre cerveau pour mener cette réflexion, je le rappelle, inconsciente? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie en vous donnant les 3 zones distinctes dans notre cerveau. Tout d'abord, nous avons le cerveau reptilien, que l'on peut nommer également cerveau instinctif. Il se charge de la survie des organismes et des fonctions vitales qui les composent. On ne va pas forcément se focus sur cette partie, vu que c'est vraiment dédié à tout être humain et qui se charge vraiment de notre condition de vie et dont on n'a pas forcément besoin dans cette formation. En revanche, le cerveau limbique dit intermédiaire, ses missions sont liées à la mémoire, aux émotions et à l'apprentissage. C'est la zone à laquelle vous allez devoir vous adresser lorsque vous allez vendre votre produit aux consommateurs, à votre audience. Parce que cette zone-là est liée à toute l'irrationalité de l'humain. C'est là où les émotions interviennent, et donc je vous disais en introduction, on en vient à une certaine irrationalité. Troisième partie, le cortex. C'est la zone la plus importante du cerveau qui régit toute notre conscience, que ce soit l'intelligence, la créativité, la motricité. Dès qu'on effectue une tâche qui est coûteuse en énergie et en temps, le cerveau fait appel au cortex pour nous trouver une solution. On va donc raisonner toutes nos décisions, qu'elles soient justes, justifiées. On va partir d'une irrationalité et le cortex va rationaliser l'action qu'un consommateur va effectuer. Lorsque les neuroscientifiques ont mené des études un peu plus poussées sur le fonctionnement du cerveau, ils ont découvert une vérité qui était bien loin de ce qu'ils pensaient initialement. À la base, la théorie était de dire nous avons d'un côté un cerveau rationnel, qui est indiqué dans le cortex, la partie la plus récente que l'on ait découverte, et de l'autre, un cerveau des émotions. Ce cerveau localisé dans les parties les plus profondes et archaïques. Et donc la théorie était de dire nous avons 2 cerveaux opérants qui travaillent de manière totalement indépendante. Lorsqu'on est dans une situation, on en fait appel à un, mais pas l'autre. C'était la théorie de base. Jusque-là, les écoles de commerce et intervenants enseignaient l'idée que le cerveau était rationnel. Il fallait convaincre le client avec des arguments béton, irréfutables, que même lui ne pouvait pas contredire, de manière à acheter et passer à l'acte. À travers ses recherches, Antonio Damasio, un neuroscientifique, il justifie l'utilisation du cerveau des émotions aux côtés du cerveau rationnel dans nos prises de décision, et donc notamment dans un contexte d'achat. Si je vous donne une situation, vous souhaitez acheter une coque de téléphone, vous regardez sur internet, vous tombez sur un modèle qui vous plaît bien, et donc vous vous rendez en magasin pour aller l'acheter, vous tombez sur ce modèle exactement, qui était au prix affiché sur internet, dans la démonstration on va dire à un prix de 45 €. Vous la prenez et au moment d'aller vers la caisse, un vendeur vient vous voir et vous dit à 15 minutes de marche, vous avez exactement la même pour 20 € de moins, soit 25 €. Dans cette situation, est-ce que vous serez capable d'aller dans l'autre magasin pour payer 20 € de moins? La majorité des cas et des personnes seraient prêts à dire oui. Si je vous donne cette fois-ci un deuxième scénario, vous souhaitez acheter un téléphone, vous voyez un modèle sur internet, vous vous rendez en magasin, il est au même prix, affiché à 1200 €. Et là, même situation, au moment d'aller vers la caisse, un vendeur vient vous voir et vous dit à 15 minutes de marche, vous avez exactement le même pour 20 € de moins, soit un prix de 1180 €. Est-ce que dans cette situation, vous seriez prêt à faire la même démarche? Eh bien, les résultats sont totalement perturbants,
Car dans le premier scénario, pour un achat à 25 euros, le cerveau automatiquement raisonne en se disant 20 euros valent bien 15 minutes de marche aller-retour. Donc la majorité feront le déplacement. En revanche, dans le deuxième scénario, un achat à 1180 euros, le cerveau raisonne de cette manière. 20 euros ne valent pas 30 minutes de temps perdu. Mais donc pourquoi l'être humain ne prend-il pas la même décision dans ces deux contextes d'achat? Ok, pause. Maintenant, si je vous pose une question et vous deviez expliquer à quelqu'un pourquoi vous avez acheté votre dernier téléphone ou un dernier vêtement, votre dernier achat de manière générale, seriez-vous capable de donner une raison 100% rationnelle? Eh bien, avant même que vous y pensiez, je vais vous dire que non. Parce que l'irrationalité de l'humain, elle intervient à ce moment-là. Et ça donne l'exemple, ça répond à l'expérience que je viens de vous montrer. Notre cerveau ne réagit pas de la même manière à l'offre présentée selon le contexte de vente. Il est donc irrationnel. La découverte donc d'Antonio Damasio à travers ses recherches, c'est que les émotions font partie intégrante du processus de prise de décision dans notre cerveau. Ça a totalement biaisé la théorie initiale et donc on a complètement remis en cause la manière des consommateurs d'acheter un produit dans un parcours d'achat. L'être humain, en réalité, il se base sur peu d'éléments concrets pour prendre une décision et il suffit de voir comment la société elle fonctionne, comment les gens se ruent dans les magasins pendant les périodes de solde pour voir que les émotions ont une touche indispensable dans le processus de prise de décision. Les experts ils estiment même que 85% de nos décisions d'achat sont impulsées par l'inconscient. Qui dit inconscient dit irrationalité. Pendant ce temps, le marketing traditionnel il se fonde sur les 15% restants liés au conscient, aux arguments irréfutables et à la manière dont on nous avait enseigné toute cette théorie initiale. Mais alors, une mauvaise interprétation du cerveau nous a mené vers une fausse croyance. Dans cette formation, vous allez comprendre comment utiliser cette partie irrationnelle que nous avons en nous tous pour inciter le consommateur à passer à l'action face à votre offre. Voici quelques exemples pour vous résumer tout ce que je vous ai expliqué. Vous connaissez tous IKEA, mais est-ce que vous connaissez le processus inconscient qui a mené cette marque à devenir incontournable sur son marché? L'entreprise suédoise, elle a créé un concept basé sur l'inconscient. Elle a délibérément enlevé la dernière étape de fabrication de manière à laisser le consommateur personnaliser et participer à cette dernière phase de création. En fait, les consommateurs ils accordent plus d'estime aux articles dans lesquels ils ont investi du temps et des efforts. Vous-même, j'imagine à la maison, vous avez une certaine attache avec des produits avec lesquels soit vous les avez bâtis, construits, ou soit vous avez une expérience qui vous remémore l'achat ou un moment que vous avez passé avec. Et donc forcément, vous créez une attache avec un euh, produit, un matériel, quelque chose d'existant. Et donc c'est exactement de cette manière que le cerveau résonne avec les produits d'IKEA et donc de cette manière créer une connexion moyen-long terme avec ses clients. Deuxième exemple, une expérience menée à grande échelle sur Facebook. Le feed d'environ 700 000 personnes ont été modifiés afin d'examiner leurs réactions comportementales. Concrètement, sur certains, leur feed, on va leur balancer des messages à caractère positif et sur d'autres, on va leur présenter des messages plutôt à connotation négative. Au final, on se rend compte d'un phénomène d'influence sociale. Selon les messages qui ont été apportés sur les feeds de chacun, ils vont publier et porter les mêmes messages, soit à caractère positif ou négatif. La directrice de l'expérience nous résume tout ça en disant que les états émotionnels sont communicatifs et ils se transmettent par un phénomène de contagion, menant les gens à ressentir les mêmes émotions sans en être conscients. Vous-même, vous l'avez remarqué sur ce phénomène de buzz qui peut apparaître sur les réseaux sociaux. Selon un message, une vidéo, une image qui va être partagée, les gens vont ressentir les mêmes émotions, de manière à partager ce qui leur a été proposé. Et c'est de cette manière que ça va être visible par de plus en plus de personnes et qui va mener à un état soit de bonheur, soit de tristesse, soit d'indignation. Et donc le buzz fonctionne de cette manière, selon les émotions qui sont générées par les utilisateurs. Et enfin, les discours politiques.
Les zones associées aux émotions et à l'identité personnelle s'activent davantage que les zones associées au raisonnement analytique et purement raisonné d'un programme électoral. Pour résumer, on va davantage s'attacher aux discours et aux émotions qui sont véhiculés par un homme politique plutôt que son programme et tout ce qu'il va proposer de A à Z. Lors d'une campagne, c'est pour ça que les candidats ils vont créer un storytelling, un récit puissant et émotionnel qui va mener les gens à les suivre et donc à influencer les gens jusqu'à l'urne et donc la décision de voter pour tel candidat. Vous-même, si je vous demande est-ce que vous avez lu les programmes électoraux de tous les derniers candidats aux élections présidentielles, je m'avance pas trop en me disant que non. Et donc, les électeurs, ils sont plutôt enclins à se ranger derrière un candidat qui semble être aligné avec leur propre identité et leur groupe social, plutôt qu'une analyse froide des politiques proposées. À l'issue de ce module, vous serez en capacité de comprendre les enjeux du neuromarketing. Maintenant que je vous ai expliqué un peu plus les émotions, comment cela fonctionne dans un processus d'achat, vous allez voir les expériences et comprendre comment utiliser ces stratégies pour la suite des modules que je vous ai proposés. Ensuite, créer une formule de vente amenant un prospect à devenir un client. Et donc dans cette idée, on va voir le pic émotionnel, quel est l'élément déclencheur qui va mener un prospect à se convaincre lui-même que votre produit répond à sa solution. Et enfin, établir le profil type de votre clientèle ciblée sur votre marché. Et comment vous allez construire ce persona, ce client idéal, de manière à vendre à une audience qui est automatiquement curieuse de ce que vous lui proposez. Maintenant que vous avez vu un peu les émotions et comment cela fonctionne, vous allez comprendre comment les neurosciences ont influencé les plus grandes entreprises mondiales à utiliser le neuromarketing dans leur stratégie. Pour ça, on se retrouve dans l'épisode 2.